Bonsoir Nathaniel. Bonsoir Yoram, bonsoir à tous. Il y a un mois, lorsqu'on parlait, le taux de chômage était à 4%. Aujourd'hui, selon les dernières informations, il est à 16,5%, presque 600 000 chômeurs. On en prévoit 1 million en Israël sur une population active qui, si je ne me trompe, est estimée à 3 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un tiers de la population qui pourrait être au chômage. Nathaniel, vous pouvez me dire ce qui se passe pour les salariés ou les indépendants et cette masse de personnes qui vont se retrouver au chômage ou sans activité pendant cette période, pendant une période en tout cas pour l'instant indéterminée? Qu'est-ce que prévoit l'État? Oui, effectivement, Yoram, les chiffres du chômage ont énormément grimpé. Je pense qu'on va dépasser les 600 000 nouveaux chômeurs aujourd'hui, j'imagine. Il faut d'abord comprendre que c'est une situation qui est inédite à la fois pour les employés, pour les employeurs, mais également évidemment pour l'État. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre jeune État. Et il faut savoir que les dispositions et les décisions qui sont prises par le gouvernement sont des décisions sur lesquelles ils ne peuvent pas se baser sur une expérience qui a été acquise par le passé. Forcément. Donc ils n'ont pas forcément le retour sur ce que ça va pouvoir donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'ils ont réagi très vite et d'une manière positive en offrant la possibilité aux salariés de se mettre en congé sans solde tout en touchant les indemnités, les allocations du chômage. Pour les indépendants, par contre, là, le bas blesse réellement. Beaucoup de personnes se sentent complètement délaissées. Il n'y a pas encore de décision réelle qui a été prise par l'administration fiscale. Il y a une annonce qui a été faite à ce sujet. Il y a une annonce qui a été faite, à mon avis, beaucoup trop tôt. Ouais. En tout cas, l'État n'était pas du tout prêt à pouvoir assumer cette annonce. Elle a été faite, si je ne me trompe pas, le 16 mars au soir par Benjamin Netanyahu et Moshe Kahlon. Et à ce jour, à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a toujours aucune instruction, aucune directive qui n'a été donnée sur comment faire pour percevoir cette allocation, cette subvention qui, je vous le rappelle, pourra atteindre jusqu'à 6 000 shekels pour les indépendants. Ouais. C'est a priori une subvention unique, Voilà, c'est exceptionnelle et qui ne sera pas mensualisée. Pour l'instant, en tout cas, c'est la situation. Donc, à ce jour, du côté chômeur ou du côté chômage, c'est assez clair. Les prestations chômage fonctionnent normalement, c'est ça? Oui, toutes les personnes qui se sont inscrites au chômage, qui ont suivi les étapes que nous-mêmes avons publiées sur des vidéos et puis qui ont circulé sur Internet, qui ont fait le nécessaire, vont avoir le chômage qui va leur être réglé au début du mois d'avril. À ce sujet, je précise que le Bitoach Leumi va faire le maximum pour payer avant la fête de Pessah. Mais là aussi, c'est un sujet très important. Est-ce que les gens vont recevoir l'allocation chômage avant le début de la fête? Ouais. Et les conditions sont les conditions régulières. Il n'y a pas de conditions spécifiques en termes de montant. C'est le chômage classique, c'est-à-dire le montant c'est le même, les allocations restent les mêmes, soumises au même plafond qui vont impacter les gros salaires. Et la seule souplesse qu'il y a eu de la part du gouvernement, c'est d'abaisser le nombre de mois de cotisation nécessaires. Au lieu de 12 mois sur les 18 derniers mois de cotisation au Bitoach Leumi, ils ont baissé ce nombre à 6 mois sur les 18 derniers mois. Okay. Pas forcément chez le même employeur, pas forcément de manière consécutive. Il suffit d'avoir 6 mois dans lesquels l'employé a eu une fiche de paye quelque part sur les 18 derniers mois pour avoir le droit de prétendre au chômage. D'accord. Et donc ça, c'est côté chômeur, employé. Du côté indépendant, donc on comprend que la situation est beaucoup plus compliquée, que pour l'instant, il y a encore rien qui a été acté, et deux, même si c'est acté, cette prime en quelque sorte sera donnée une seule fois et ne sera pas de 6 000 shekels, pourra éventuellement être à 6 000 shekels, c'est ça? Exactement. Et petite parenthèse également, les actionnaires dans les sociétés, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas indépendants, qui sont actionnaires dans une société, n'ont eux le droit à aucune indemnisation ou subvention. D'accord. En tout cas, pour l'instant, c'est la situation. Et le plafond qui a été annoncé au niveau des revenus pour avoir droit à cette prime? Alors, je dis ça avec beaucoup de précaution parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais normalement, c'est basé sur les chiffres de 2018.
une personne qui aura facturé en chiffre d'affaires moins que 300 000 shekels durant l'année 2018 et qui a un bénéfice fiscal avant impôt de 150 000 shekels sur l'année 2018. Il y a aussi des interrogations qui vont se poser. Une personne qui a ouvert en 2019, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ou une personne qui a facturé plus que 300 000 mais qui a gagné moins que 150 000. Voilà, je pense que c'est sur ces petits problèmes aujourd'hui que l'administration est en train de réfléchir pour apporter une solution viable à tout le monde. D'accord. Alors avant qu'on entame, parce qu'il y a tout un volet justement qui concerne, puisque vu le nombre de chômeurs extrêmement important, en quelques jours, il y a beaucoup de situations nouvelles aussi qui sont générées par cette crise. Je voudrais juste qu'on évoque aussi au niveau des différentes institutions administratives, que ce soit le Bitoach Leumi, que ce soit le Mas הכנסה, que ce soit le MAM, la TVA. Est-ce qu'il y a des assouplissements de ce côté-là pour les indépendants ou même pour les personnes régulières, on va dire, qui ne sont pas installées? Alors, pour les indépendants, la TVA a été repoussée. Pour les indépendants qui avaient une fréquence de déclaration de 2 mois, la TVA a été repoussée à fin avril. Pour les indépendants ou les sociétés qui ont une fréquence de déclaration mensuelle, la TVA reste en vigueur et sera payée le 26 mars. Ça, c'est pour la TVA. Pour les impôts, pour le moment, aucune instruction. Petit conseil pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes concerné par des acomptes mensuels, par exemple, ou bimensuels à payer aux impôts, à ce moment-là, je recommande de faire des déclarations qui correspondent à votre trésorerie et non pas forcément aux factures. Pour plus d'infos, il vaut mieux appeler. Pour le Bitoach Leumi, alors justement là-dessus, on vient de faire un sujet. Le Bitoach Leumi a donné la possibilité aux indépendants de baisser le montant des cotisations. On peut le faire rétroactivement à partir du mois de janvier. Est-ce qu'on le recommande? Est-ce que moi personnellement je recommande? La réponse est évidemment non. Il y a un risque important. Il faut savoir que le Bitoach Leumi est une couverture, comme son nom l'indique, c'est une assurance. Si Chas de Shalom il se passe quoi que ce soit, et en ces temps difficiles, il peut arriver malheureusement des choses. Le Bitoach Leumi prendra en compte le montant qui est actuellement déclaré. Donc, si vous avez l'habitude de déclarer 15 000 shekels de bénéfices mensuels et que vous souhaitez, pour une raison de trésorerie, baisser ça à 5 000 shekels, pour le Bitoach Leumi, s'il se passe quoi que ce soit, ils doivent vous prendre en compte, prendre en charge une assurance. Vous serez indemnisé sur 5 000 shekels et non pas 15 000. Donc c'est un cadeau, mais pas un cadeau réellement. C'est un cadeau empoisonné. Voilà, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Il y a aucun cadeau qui a été fait de la part du Bitoach Leumi. Ils ont simplement donné la possibilité d'assouplir un petit peu le process de réajustement du bénéfice. Voilà, exactement. Ok. Alors bon, maintenant, comme je l'avais évoqué il y a quelques instants, on parlait justement de ces nouvelles situations qui interviennent à cause de la crise. Il y a beaucoup d'employés qui, et même moi je l'ai entendu beaucoup autour de moi, et on voit beaucoup de cas qui, pour sauver leur place, à un moment où les choix décisionnels pour les entreprises sont extrêmement compliqués, et acceptent de baisser leur salaire pour ne pas avoir justement à subir un chômage économique, technique. Est-ce que c'est légal? Alors, tout d'abord, c'est parfaitement légal si les deux entités, si les deux parties sont d'accord. Okay. Donc je commence par là, il n'y a pas de détérioration des conditions de travail si jamais les deux parties sont consentantes, sont d'accord. C'est une bonne chose de le faire. En tout cas, si l'employeur le propose, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand une personne va se retrouver au chômage, elle va percevoir entre 60 et 70% du montant de son salaire brut. Ça, c'est un premier point. Donc déjà, son salaire, sa rémunération va réduire de manière significative. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut savoir que le fait de maintenant postuler au chômage va avoir un impact que les gens ne mesurent pas forcément. Cette crise, elle va pas durer éternellement. Le monde va repartir, on va tous repartir de l'avant, si Dieu veut, rapidement. Mais les allocations chômage vont avoir, si vous voulez, une période, ils vont garder une trace historique de l'allocation chômage qui est donnée maintenant. C'est-à-dire qu'une personne qui va vouloir repartir au chômage, qui va devoir se retrouver au chômage 6 mois, 8 mois, 1 an après que la crise sera passée, en fait, elle va avoir un impact assez négatif sur les allocations chômage, voire même sur les droits au chômage qu'elle pourra avoir à ce moment-là. Donc, mon conseil, si vous avez le choix entre réduire un petit peu votre salaire ou bien partir au chômage, réfléchissez bien.
il vaut peut-être mieux réduire de manière temporaire. Évidemment, vous mettez par écrit que lorsque la situation reviendra à la normale, votre salaire sera réajusté. Il vaut mieux accepter une baisse de son salaire plutôt que de se retrouver au chômage. Bien sûr. Et alors, donc, on a effectivement ce cas. Un autre cas, sans pour autant renoncer justement à son poste, est-ce qu'un employé peut également refuser de venir travailler pour ne pas risquer la contamination? Ça, c'est un cas forcément qui s'est posé un certain nombre de fois depuis le début de la crise. Alors, c'est un cas qui revient effectivement souvent. Évidemment, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, il va y avoir forcément on parle de mesures qui vont de confinement général. On en entend beaucoup parler. À mon avis, on va pas y couper. C'est normal. À l'heure actuelle, si un employé refuse de venir sur son lieu de travail pour travailler et qu'il ne peut pas travailler à distance, la première solution, c'est d'utiliser des jours de congé payés. S'il n'en a plus, alors à ce moment-là, ça peut être assimilé à un abandon de poste et l'employeur peut le licencier. Alors, mais ce que je ne comprends pas, c'est que si on est dans un contexte justement là pour l'instant, on est dans un confinement presque généralisé, avec quand même certaines autorisations. Dans ce cas précis aujourd'hui, ça veut dire qu'un employé globalement ne peut, à part utiliser ses jours de congé, ne peut pas refuser. Si je résume bien la chose. Il peut pas refuser. S'il a la capacité. Si l'endroit de travail respecte la distance de 2 mètres et toutes les instructions que tout le monde connaît, si l'endroit lui permet de respecter, il est obligé de venir travailler. Alors évidemment, on conseille aux employeurs de faire preuve de souplesse, d'accorder des possibilités, des moyens technologiques pour travailler à distance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, évidemment, il y a des métiers qui ne permettent pas un travail à distance. Et si l'employé refuse de venir, tout simplement, c'est un abandon de poste. Et si justement la société n'a pas mis en place les règles nécessaires pour, en tout cas d'après l'avis de l'employé, s'il se conforme à ce qui se passe, aux restrictions qui sont en place et aux réglementations, si la société n'a pas mis en place ces règles en vigueur. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a un élément de bonne foi entre les parties. Évidemment, si jamais les dispositions des règles ne sont pas respectées et que ça peut mettre en danger la vie d'une personne, évidemment, en cas de litige juridique, à mon sens, le tribunal prendra acte et je ne pense pas qu'on puisse licencier sans indemnité dans ce cas-là. Mais voilà, chaque cas devrait être analysé séparément. Alors, à l'inverse, est-ce qu'un employeur peut forcer un employé à travailler de chez lui? Si les moyens technologiques sont mis à disposition et que l'employé accepte, il faut savoir que un changement dans les conditions de travail peut également être considéré comme une détérioration des conditions de travail, mais dans la conjoncture actuelle, si l'employeur met à la disposition les moyens technologiques à l'employé pour qu'il puisse travailler de manière raisonnable à distance, l'employé doit accepter. Il est en droit de refuser, évidemment, mais trouver une détérioration des conditions de travail dans le contexte actuel, je pense que l'élément de bonne foi ne jouera pas du tout en faveur de l'employé. Donc si votre employeur vous demande de travailler à distance et que vous avez la possibilité pour le faire et que vous êtes payé pour le faire, évidemment, travaillez à distance. Alors c'est clair. Et me vient tout à coup une question que j'aurais dû joindre à celle d'avant, parce qu'on parlait effectivement de l'employé qui refuse de venir travailler. Si ce refus est motivé par le fait qu'il doit garder ses enfants, vu que les écoles sont fermées, vu que les GAN sont fermées, comment ça se passe? Malheureusement, c'est pas une raison aujourd'hui suffisante. Évidemment, interdiction d'amener les enfants sur le lieu de travail. C'est une interdiction formelle. On doit tous faire le maximum pour rester chez soi. Donc là, j'invite les parties à faire preuve de bonne foi, aussi bien les employeurs que les employés, essayer de trouver des solutions, essayer de proposer des assouplissements, que l'employeur propose des assouplissements au niveau des horaires, donne le maximum de travail à distance, pour ne pas que évidemment les enfants se retrouvent seuls. Mais un employé aujourd'hui ne peut pas rester chez lui parce qu'il doit garder ses enfants. C'est pas une raison valable. Ouais.
Mais on se rend compte quand même qu'il y a un manque, forcément, et dû à une situation inédite, mais il y a un manque réel de dispositifs qui existent en ce moment, parce que cette situation certainement qui concerne beaucoup de personnes, pas forcément de personnes qui sont en couple et qui peuvent compter sur l'autre personne, le mari ou la femme, pour garder les enfants. Donc c'est très compliqué. Je pense que c'est un cas qui concerne beaucoup de monde. Tout à fait. Malheureusement, l'État n'a pas la solution à tout, et après c'est les employeurs qui doivent payer. C'est pas l'État. Si l'État décidait d'assumer ou de dédommager les employeurs pour cela, ce serait une bonne chose, à mon avis. Après, aujourd'hui, l'État il a d'autres mesures plus urgentes. Ouais, et voilà. Ce que je recommande peut-être, c'est l'employeur doit mettre l'employé en congé sans solde et lui donner la possibilité de rester chez lui, de toucher le chômage. Justement, puisqu'on parle des écoles et des GAN, les systèmes, en tout cas tels qu'ils fonctionnent dans la majorité des cas, sont souvent des systèmes où les parents, que ce soit pour les GAN, que ce soit pour les écoles, payent souvent la scolarité de manière mensuelle, les activités, les rougines de manière mensuelle. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour justement ne pas avoir ou stopper des paiements ou suspendre des paiements? Alors, en règle générale, les paiements se font par 12 chèques d'avance en début d'année, lors de la signature du contrat entre les parents et l'établissement, le GAN, peu importe. Il faut savoir qu'il y a une jurisprudence qui date de la seconde guerre du Liban en 2006, pendant laquelle l'État avait décidé, de manière donc urgente et exceptionnelle, de fermer toute la partie nord du pays jusqu'à Haïfa. Certaines personnes ont donc décidé de suspendre les paiements qui étaient adressés dans ce cas précis, c'était pour un GAN. Et effectivement, je vous passe toute la partie technique de l'affaire. La conclusion, c'est qu'effectivement, dans le cas où un événement exceptionnel qui n'était pas possible de prévoir survient, comme une guerre ou comme malheureusement le virus corona, l'épidémie, la pandémie, dans ce cas, le contrat ne peut plus être respecté. Le GAN n'a plus la possibilité technique de pouvoir garder les enfants, pareil pour les écoles, les rougines. Et dans ce cas, les parents n'ont pas l'obligation d'assumer leur partie du contrat. Ce qui veut dire que le contrat devient complètement nul jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, il n'y a effectivement aucune obligation pour les parents de payer les gagnants. Je pense que l'État va trouver une solution pour indemniser les gananotes et les différents établissements, mais à l'heure actuelle, et en se basant sur cette jurisprudence de 2006, les parents n'ont aucune obligation de payer et de continuer à payer, que ce soit les écoles, que ce soit les ganines, que ce soit les rougines, toute activité qui est annulée à cause de cette situation inédite, le contrat n'a plus lieu d'être et par conséquent, il n'y a pas lieu d'encaisser l'échec. J'invite les parents et toutes les parties concernées à faire preuve de dialogue, de diplomatie au maximum, éviter de faire opposition au chèque de manière agressive, parce que c'est jamais bien vu, essayer d'encourager le dialogue, essayer de trouver des solutions mutuelles, mais évidemment, j'invite aussi les établissements à ne pas encaisser l'échec, car juridiquement parlant, en se basant à nouveau sur cette jurisprudence, la loi n'est pas du côté des établissements. Alors c'est très clair, et on espère qu'effectivement, parce qu'il y aura forcément des perdants dans cette histoire, qu'il y a des mesures qui se mettent en place aussi pour indemniser les personnels qui tout à coup se retrouvent, les établissements qui se retrouvent sans activité dû à ça. Bien sûr. Mais vous me lancez justement sur une dernière question qui est celle des chèques. Justement, on a vu que là très récemment, il y a des dispositions qui ont été mises en place. En tout cas, je ne sais pas si elles ont été mises en place, mais elles ont été annoncées sur le fait que, en tout cas pendant cette période, les chèques rejetés ne seraient pas rejetés en fait. Alors, c'est pas que les chèques rejetés ne seront pas rejetés. Évidemment, la banque ne va pas assumer un paiement à la place de la personne. Il n'y a pas des crédits qui vont se faire de manière automatique. La seule chose, c'est qu'un chèque qui va revenir ne va pas entacher le dossier bancaire d'une personne. À la différence, vous savez que la loi à l'heure actuelle, enfin jusqu'avant cette réforme,
c'était qu'il y avait plus de 10 chèques qui reviennent pour cause impayée durant une année. Là, ça fait des gros problèmes sur le dossier bancaire de la personne qui fonctionne, je vous le rappelle, avec le numéro Théo Date, qui est très pénalisant et toutes les banques y ont accès. Et on retire le chéquier à la personne, on lui retire beaucoup de possibilités de faire des opérations bancaires. Et c'est un dossier très lourd qui met des années et des années à retrouver la normale. Donc faire très attention à ne jamais avoir de chèque impayé, ou en tout cas toujours appeler les fournisseurs. Si vous savez que le chèque va être impayé, appelez la personne, demandez-lui de repousser, de ne pas encaisser tout de suite, trouver des solutions alternatives. Là, en ce moment, en tout cas, pour faciliter le quotidien et que personne ne soit trop impacté par cela, a priori, effectivement, il y a cette réforme qui va passer, ou qui est peut-être déjà passée aujourd'hui, comme quoi ça ne va pas laisser de traces sur le dossier bancaire de qui que ce soit. On n'a pas, alors donc ça a été annoncé, mais on n'a pas encore exactement le cadre en fait de ce dispositif, de quand à partir de quand ça commence et jusqu'à quand forcément ça s'arrête. Je pense que ce sera jugé en fait, à mon avis, au cas par cas. Il faut savoir que les chèques ne vont pas revenir impayés du jour au lendemain. Les chèques sont des paiements qui sont destinés à être encaissés. En tout cas, on parle à mon avis de paiements futurs. Donc tous les paiements qui doivent être encaissés fin mars, début avril. Voilà, évidemment, si vous avez des chèques impayés de janvier ou février, là, à mon sens, il risque de ne pas y avoir de cadeaux de la part de la Banque Israël. On ne réinvente pas la loi, on la gèle juste pour la période de la pandémie. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Nathaniel. C'est vraiment forcément des précisions qui aujourd'hui concernent pas simplement une petite partie de la population, mais presque son ensemble. On espère ne pas avoir de nouveaux dispositifs, hormis des dispositifs positifs que vous viendrez éclairer sur cette antenne. Et on vous dit, juste une petite chose importante. Je l'avais rappelé la fois dernière qu'on s'est eu à l'antenne, mais je pense que c'est important parce que vous diffusez beaucoup d'informations justement sur votre blog actuellement, encore plus que d'habitude par rapport à tout ce qui se passe. Juste rappeler peut-être l'adresse de votre blog. Oui, on essaie effectivement de le mettre à jour au maximum. L'adresse, c'est www.cpa, le petit trait d'union, le tiré du 6, dray.com/blog. Voilà, on met énormément d'informations, que ce soit pour les employeurs, les employés. Il y a des vidéos également qui circulent, qu'on essaye de publier pour avertir le maximum. En tout cas, Yoram, je vous remercie. Passez une bonne soirée, bonne santé à tous. Et que ce virus soit derrière nous très rapidement, qu'on puisse se retrouver pour de meilleures nouvelles. Et voilà, faites tous attention et restez bien chez vous, c'est important. Complètement. Bonne soirée, Nathaniel. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.